Bonjour, c'est Nicolas Imbert, le directeur de Green Cross. Je suis absolument ravi de contribuer au lancement de cette revue de géostratégie et je lui souhaite surtout une longue vie, une belle existence et de pouvoir faire de l'impact, contribuer à l'échange de points de vue et à la fertilité des idées, mais aussi à une certaine logique de débat, de controverse et de capacité à rassembler des argumentaires sur un sujet aussi essentiel que la géopolitique de l'énergie. Vous m'avez tout d'abord interrogé sur les incidences de la guerre à l'Ukraine sur la montée du prix de l'énergie en Europe. C'est un sujet qui a été très longuement débattu, où on a entendu beaucoup de choses et où il me semble intéressant de poser quelques thématiques de contribution. La première des thématiques que je voudrais partager avec vous, c'est celle en fait de la différence entre l'impact physique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les mesures de rétorsion qui ont ensuite été effectuées et ce qu'on a pu constater sur les marchés et entendre sur les territoires. Je prendrai pour ceci l'exemple de la situation française. Dans le mix électrique français, il y a vraisemblablement tout au plus 10% qui peut être effectué par des turbines à gaz. Sur les 90% restants, l'essentiel étant produit par de l'énergie électronucléaire, soit 60 à 70%, et le complément venant en fait d'un bouquet d'énergie renouvelable diversifiée, en particulier du solaire et de l'éolien. Donc, si aujourd'hui on constate une très forte évolution des prix et en particulier des prix sur les marchés destinés aux professionnels de l'électricité française, c'est imputable pour un maximum de 10% à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux mesures de résorption. Et le reste est vraisemblablement beaucoup plus intrinsèquement lié à des problèmes en fait de stabilité du réseau électrique français, des difficultés d'approvisionnement, des difficultés à maintenir et à faire produire les centrales nucléaires existantes que à cette situation de guerre. On est donc sur une situation d'une faiblesse endogène de notre réseau et de notre système électrique à base électronucléaire sur lequel le conflit donc entre l'Ukraine et la Russie a pu servir à être utilisé habilement pour des opérations de communication, mais n'est pas la cause première ni la cause intrinsèque de notre stress-prix sur l'électricité. Que par contre, il convient de répondre à cette situation et à ces difficultés d'approvisionnement en énergie électronucléaire par des mesures qui soient à la hauteur des enjeux. Augmenter drastiquement l'effort qui est mis sur l'efficacité énergétique et en particulier sur la rénovation énergétique en France, dans un changement d'échelle et avec des mesures de rénovation qui nous permettent vraiment d'être raccord par rapport à tout ce qu'il se passe, et ensuite investir massivement dans le déploiement d'énergie renouvelable de proximité et réduire en fait cette dépendance à un réseau et à un système surproductif qui a été le fruit de dizaines d'années d'investissement à sens unique dans le nucléaire, en étant dans une logique de diversification des approvisionnements d'électricité et à l'image de ce qui se passe en Allemagne, d'Energy Services Company, où autour de l'autoconsommation collective
productive et d'autres dispositifs. Chacun est copropriétaire et codépositaire de son système énergétique et à partir de là arrive à s'affranchir, parce que c'est une production qui est pilotée et gérée, des mécanismes de gros d'échange de prix sur l'énergie. L'enseignement qui par contre est extrêmement fort et qui est lié à cette invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est celui qu'on peut avoir une volatilité subie du jour au lendemain sur un certain nombre de commodités. Ça peut être le cas pour le gaz, ça peut être le cas pour le pétrole, et on sait à quel point la géopolitique autour du pétrole est extrêmement complexe. Ça peut être le cas pour un certain nombre de matières premières stratégiques, et en particulier des métaux et des minéraux. Et ça peut être le cas aussi sur la question des denrées alimentaires, qu'il s'agisse du blé, qu'il s'agisse de la tomate, qu'il s'agisse du citron ou d'autres denrées alimentaires qui peuvent être extrêmement critiques dans un système d'approvisionnement du quotidien à partir du moment où on n'a pas développé la question de la résilience alimentaire territorialisée et travailler sur, dans un premier temps, la résilience des approvisionnements et, dans un second temps, la souveraineté et la fluidification du contact dans les approvisionnements. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les solutions, les principes directeurs et les stratégies à mettre en œuvre pour être capable d'avoir une meilleure résilience énergétique, et les principes directeurs, les solutions et les stratégies à mettre en œuvre pour avoir une meilleure résilience alimentaire sont de nature équivalente et peuvent être déployés d'une manière harmonisée. Bien sûr, les manifestations des problèmes et les crises sont différentes, les enjeux sont les mêmes, les pistes de solutions sont les mêmes. C'est d'ailleurs toute une série d'argumentaires à la fois pour comprendre et pour changer que j'aborde dans mon ouvrage Plaidoyer pour un monde plus durable, dont les coordonnées vont être disponibles à travers le QR code qui s'affiche en ce moment et qui permet d'aller plus loin sur le développement de ces thématiques.